Là, cette table ronde sera sur les personnages et autrices noires en romance, de l'invisibilisation à la représentation. Et pour cette table ronde, nous avons Élodie Odarnolan, qui est connue pour avoir écrit How to Fall Conquer chez les éditions Nisha, etc., ainsi que Les Flocons d'Alizé aux éditions Scribner. Nous avons également Lisa Meliko, qui a écrit Le Roi au cœur de pierre et Noël annulé tout, si je ne me trompe pas. Nous avons également Maud Lace, qui a écrit Ennemi de Noël ou encore Rencontre inattendue. Et enfin, nous avons également Dounia Bendouma. Et est-ce qu'on peut vous présenter rapidement? Bonjour, moi c'est Dounia. Je suis éditrice indépendante. J'ai deux casquettes. D'un côté, je propose des services d'édition aux maisons d'édition et aux auteurs auto-édités. Et de l'autre, j'ai ma propre maison d'édition qui est toute jeune, ça fait 1 an maintenant que je l'ai lancée, et qui est spécialisée dans la romance halal. C'est pas encore très connu en France, mais ça vient d'une anglo-saxon de l'édition. C'est des romances qui sont principalement spécifiées sur des histoires d'amour qui se passent entre le personnage musulman et du coup par rapport à les romances on va dire habituelles, elles respectent un certain cadre, donc il n'y a pas de scène de seul par exemple, ça respecte un petit peu les valeurs, la spiritualité musulmane, voilà. Je ne sais pas si on a entendu plus. Non, Donc voilà, là vous avez toutes les personnes pour cette représentation. Mais avant justement d'entrer dans le sujet, il va falloir qu'on donne quand même les définitions de ces mots qu'on évoque dans ce sujet, dont l'invisibilisation, qui selon le Larousse, c'est l'action d'invisibiliser. Également, c'est celle de rendre invisible, donc de soustraire au regard, que ce soit de la population ou de l'espace public. La représentation, elle, comporte plusieurs définitions. C'est celle de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, ou alors tout simplement la perception qu'on a d'une image ou quelque chose qui se rapporte à quelque chose tout simplement. Et enfin, la romance, c'est une histoire d'amour. Donc le tout est supposé s'imbriquer. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est si l'amour est supposé être universel, pourquoi est-ce que les personnes noires semblent en être privées, et notamment dans la romance française? Et c'est un petit peu à ça qu'on va répondre. Et pour y répondre, on va revenir sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cet été, notamment avec une booktokeuse et son amie Mo Is Reading Books, qui a subi du racisme justement parce qu'elle a dénoncé le fait qu'il y avait une invisibilisation et notamment peu de personnes noires représentées dans la romance. Et les commentaires qui ressortaient étaient que les Noirs ne savaient pas lire, les Noirs ne savaient pas écrire, qu'il fallait retourner en Afrique, que nous n'avions jamais rien fait, que si on voulait de la représentation, qu'il fallait qu'on lise Tintin au Congo ou Kirikou. Et voilà, donc je tiens et je voudrais me concentrer justement sur la représentation en France et non pas aux États-Unis. Donc c'est un choix qui est sciemment pris parce que c'est deux dynamiques qui sont totalement différentes. C'est une culture qui est totalement différente, donc ça n'a rien à voir. Même si je vais m'appuyer sur quand même 2-3 exemples pour qu'on puisse étayer le tout. Donc, dans un premier temps, il convient de dire que l'invisibilisation n'est pas un accident, mais c'est une construction. Et on considère, en tout cas, l'idée reçue serait qu'il n'y a pas d'auteur noir, ce qui est totalement faux. Et sans parler de romance, on peut parler de diversité d'auteurs noirs, comme Marie Scondé, Daniela Ferrière, Léopold Sangor et Sévère. Normalement, c'est des auteurs qui sont plus ou moins connus de tous. Et on remarque en fait que si aussi ce sont des auteurs qui sont connus, c'est parce que l'histoire littéraire française a longtemps valorisé certains récits et invisibilisé d'autres récits. On a le regard colonial, on a cet aspect d'exotisation, on a aussi cette hiérarchie des cultures qui ressort beaucoup. Et on a pu remarquer que les maisons d'édition continuent de perpétuer cet héritage. Et finalement, on retrouve ces mêmes biais dans les choix éditoriaux, c'est-à-dire les livres qui vont sortir en librairie. Et donc finalement, on peut faire le constat du coup que l'absence d'auteurs noirs dans l'édition n'est pas qu'un simple oubli, mais c'est aussi le résultat d'un système éditorial qui a été construit depuis des décennies, même des années, des millénaires, je dirais, sur une norme blanche considérée comme étant universelle. Et donc, on a des auteurs noirs, peu connus,
Et on attend en fait d'eux qu'ils abordent des problématiques attendues. Donc là, on nous attend constamment, c'est-à-dire sur les sujets de racisme, les sujets de ségrégation, comme ce qu'on peut retrouver aux États-Unis ou en Afrique du Sud, l'oppression, l'asservissement ou alors le divertissement, parce que c'est aussi là où on est attendu. Lorsqu'il s'agit de parler de choses un peu plus poussées, on préférera un texte ou un film comme Fatou la Malienne plutôt que Fatou l'avocate. Ça, c'est quelque chose qui nous a été montré depuis des années, mais qui tend quand même à changer. Et donc aujourd'hui, on voit quand même qu'on a pas mal d'auteurs qui sont invisibilisés et qui n'arrivent pas à passer l'étape de l'édition, ou alors qui vont passer par l'étape de l'auto-édition. Mais il ne faut pas oublier que l'auto-édition en France est moins connue ou considérée que dans d'autres pays. Parce que ce n'est pas un mécanisme en fait, auquel on est habitué. Et donc, nous avons, comme je le disais, des auteurs noirs qui écrivent, mais qui ne passent pas forcément la barrière. Et ce n'est pas un manque de production, mais un manque de porte ouverte, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a moins de 3 à moins de 5% en fait, d'auteurs noirs dans les maisons d'édition, ce qui est très très peu. Et parfois, certaines maisons d'édition n'en ont même pas. Donc là, c'est important de le mettre en avant. Donc ça prouve que si on fait encore ce constat en 2025, c'est qu'on considère qu'il y a un problème. Mais est-ce que finalement ce problème a été considéré comme tel ? En romance également, c'est un problème parce que finalement on n'a que quelques auteurs qui sont connus de manière mainstream. Là, si on doit parler d'auteurs de romance, les premiers qui nous viennent en tête, ça va être Dahlia Blake, notamment parce qu'elle a sorti Black Venus il n'y a pas longtemps, alors que pourtant elle avait quand même sorti 2 romans chez Hugo Roman avec des protagonistes noirs qui sont peu connus. Et c'était aussi des romans, enfin le premier du moins était une romance de Noël. On connaît Emily X aujourd'hui avec Before Storm qui a été édité chez les éditions PH, ou encore Elodie Odarnolin avec How to Fall for Her qui est sorti chez les éditions Nisha. Après on en a quelques autres mais très très peu connus, mais là je vous ai donné les noms les plus connus. Donc on en a quand même, là je viens de vous en citer quand même 3 sur combien. Si ça avait été d'autres auteurs, est-ce qu'il n'y en aurait pas eu plus ? Donc, finalement, on nous dit aussi beaucoup, dans ce cas-là, si vous souhaitez cette représentation, vous n'avez qu'à écrire vos livres. Mais est-ce que cela sous-entend que les personnes racisées n'écrivent pas, ou alors que les personnages noirs sont encore à créer ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les maisons d'édition sont décisionnaires finalement des prochaines sorties. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ou alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque des personnes noires ont écrit ? Pour certains, on leur a demandé de gréver leurs personnages. Donc ça a pu se passer aussi aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film The Idea of You, un film avec Anna Thaoué qui est sorti sur Prime. Et il a été écrit par Robin Lee. Mais à l'origine, quand le livre est sorti, il était supposé avoir 2 personnages noirs. Mais pour la sortie du bouquin, elle a dû les grémer. Donc on les a transformés. Enfin, ils ont été blanchis pour qu'ils puissent passer. Ou alors on modifie la couverture des livres, donc c'est ce qui a pu se passer également avec la sortie de Before I Let Go avant de le laisser partir de Kennedy Ryan, où on avait une femme noire sur la couverture et qui a été modifiée avec un ciel bleu, des pâquerettes ou des marguerites, je ne saurais pas vous dire, mais voilà. Et quand on demande à la maison d'édition pour quelles raisons la couverture a été modifiée, pourquoi ils n'ont pas ne serait-ce que garder l'essence de la couverture, la réponse est que ça ne correspond pas au marché français. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? À quoi correspond finalement le marché français ? Ou alors, on peut avoir des textes qui ont été écrits par des personnes noires et qui ont été repris au profit d'auteurs connus. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire judiciaire qui est en ce moment entre Guillaume Musso contre Diana Catalani-Lunga, qui est, du coup, Musso est accusé d'avoir plagié son œuvre, parce qu'on sait que Musso est un auteur qui est célèbre, et voilà. Donc, du coup, il y a cette accusation du vous n'écrivez pas, mais quand des personnes noires écrivent, ou racisées écrivent, voilà ce qui se passe. Donc finalement, le problème n'est pas l'absence d'auteur, mais c'est aussi l'absence d'accès. Et pour tout ça, on peut dire qu'on a quand même une violence, qu'on peut appeler une violence symbolique, parce que ce manque de représentation crée un rejet. Et généralement, quand on parle de ce rejet,
on nous dit, bah, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à retourner en Afrique. Donc ça, c'est des choses qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais c'est ce qui est dit, notamment parce que, comme on le dit, hein, les réseaux donnent des ailes. Donc, comme on ne voit pas ces personnes, beaucoup osent dire, mais ils n'oseraient pas dire en face. Et en fait, ça nous pose aussi la question de savoir si justement on considère que les auteurs noirs ne correspondent juste qu'à l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait des autres populations afrodescendantes? Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore prouver sa légitimité? On nous dépossède aussi de notre culture parce que ça voudrait dire qu'en tant que noir, on ne pourrait pas être français. Et on nie notre identité finalement. Et si on nie cette identité, alors que la représentation passe aussi par ça, refuser de la montrer, c'est refuser qu'elle existe. Donc c'est destructeur. Et pour la romance, on pourrait aussi dire qu'il y a une volonté consciente ou éventuellement inconsciente de nous refuser l'amour. Est-ce que ça voudrait dire qu'en tant que personne noire, nous n'avons pas le droit de vivre cet amour? Est-ce qu'on devrait toujours rester aussi sur cet aspect culturel qui nous a été attribué d'être une femme forte, d'être une femme indépendante, qui n'a pas le droit à la vulnérabilité? Est-ce qu'on est constamment obligé de rester dans cette spirale? Donc ça, c'est une question aussi qu'on doit se poser. Et en fait, ça mène vers ces dangers-là du manque de représentation dans les livres en général, dans la littérature ou dans la romance. Et il est important de se poser la question de qui sont détenteurs de cette responsabilité et qui est responsable aussi de cette invisibilité. Donc, on a déjà parlé des ME qui sont responsables de l'invisibilisation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons d'édition se comportent comme si mettre ou intégrer des personnages noirs dans les bouquins, c'était une prise de risque, une faveur, un geste militant ou alors pour faire plaisir, alors que pas du tout, c'est important. Ils nous disent rejoindre finalement les idéaux ou les idées d'un lectorat en disant que c'est pas vendeur, mais à la fin de la journée, dire qu'un personnage noir ne vend pas, ce n'est pas une donnée, c'est un préjugé. Donc c'est pas chiffré. On sait très bien que le monde de l'édition est un monde qui est élitiste, qu'il a une image à conserver. Et dans certains pays, le fait d'intégrer des personnages noirs dans les bouquins, ça a aussi un aspect économique. Mais le fait qu'en France, ça n'existe pas, est-ce que ça voudrait dire que c'est plus grave d'intégrer des personnages de couleur que d'avoir du profit, en fait? Et en fait, avec tout ce qu'on a pu voir, on peut se dire que les maisons d'édition ne manquent pas de manuscrits, mais de volonté. Et pour ceux qui se plaignent en fait du surplus de représentation, est-ce que ce ne serait pas non plus continuer de baigner dans un privilège, refuser de peindre une réalité, refuser de peindre la diversité culturelle française et la décrire telle qu'elle? Et en fait, on ne devrait pas considérer que c'est une faveur. Et de même pour les auteurs, eux aussi ont une responsabilité. J'entends beaucoup l'argument « j'ai peur de mal faire ». Mais j'ai peur de mal faire pourquoi? Pourquoi avoir peur d'être critiqué quand c'est une personne noire ou une autre personne de couleur, alors que quand on a des personnages latino-américains ou des personnages asiatiques, cette peur disparaît tout d'un coup. Parce qu'on a quand même aujourd'hui une surreprésentation même dans la romance de personnages asiatiques, alors que pour autant, ça reste des personnes qui ont des cultures différentes, qui ne font pas partie de... Enfin, qui ont une culture qui est totalement différente de la culture européenne, alors qu'on voit avec les colonisations, etc., que aujourd'hui, des personnes noires peuvent avoir une culture plus ou moins similaire avec la culture européenne, même si elle n'est pas pareille, notamment parce qu'on a des afro-descendants qui ont un peu aussi ce mélange de cultures. Et donc, on parle de mal faire, mais pourquoi aussi ne pas faire appel à des bêta-lecteurs concernés, des proches, à des sensitive readers qui sont concernés également, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on a la possibilité de ne pas mal faire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un manque d'envie? Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce truc où on se dit qu'on a uniquement envie de parler de personnes noires que quand on a des sujets traumatiques ou les sujets que je vous ai évoqués juste avant? Est-ce qu'une personne noire ne pourrait pas tout simplement vivre une histoire comme n'importe qui, comme notre voisine, comme notre amie? Est-ce que ça, ce serait pas possible? Est-ce qu'on serait constamment obligé d'aborder la dureté de la vie d'une personne noire et non pas tout simplement une personne qui vit normalement? Enfin, par exemple, on a une série américaine qui s'appelle Insecure, où on a des personnes qui vivent justement ce racisme systémique, mais ce n'est pas le point clé, ce n'est pas le point essentiel de la série. Au contraire, ce sont des personnes comme vous et moi qui avons un quotidien et qui vivent leur vie tranquillement. Donc, ça c'est important, mais aussi il y a une responsabilité du lectorat et des booktokers, dont je fais partie, parce qu'on ne peut pas non plus réclamer
quelque chose qu'on ne consomme pas. On est beaucoup à demander la diversité, mais est-ce qu'on lit ces livres-là qu'on réclame? On est influent, on a la possibilité de parler des livres qu'on veut, avec la visibilité qu'on a, on peut inspirer et pousser en fait à l'achat, et même déconstruire finalement les idées de ceux qui nous suivent. Donc c'est intéressant en fait d'avoir ce parti pris. Et aussi, et j'ai oublié d'aborder ce point pour les auteurs, parce que là on parle de personnes noires, j'ai fait exprès de ne pas inclure les personnes métisses, non pas parce on ne les considère pas comme des personnes noires, c'est pas ça, et je parle de métisses blanches et noires, mais parfois on considère que le métissage est suffisant pour la représentation, parce que si on parle de métissage blanc, blanc et noir, ce sera plus facile pour un auteur blanc en fait de pouvoir l'intégrer, mais sous un prisme blanc, et non pas intégrer la partie noire. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur les personnages noirs. Et pour revenir justement au booktalker, la responsabilité est aussi quand on fait des revues, quand on fait des édits, quand finalement on accole une image à un personnage. L'objectif non plus n'est pas de le blanchir. Si l'auteur a décidé que le personnage devait ressembler à telle ou telle personne, c'est pour une raison à la fin de la journée. Donc, quand on a un personnage, par exemple, dans Terms and Conditions, où Iris est bien décrite et définie comme étant noire et qu'on nous la met comme étant métisse ou presque blanche, on a un problème. Ou certains personnages de Britney et Chéri, on a un problème. Donc, ça veut dire qu'il y a même la volonté de la part du lectorat et des booktalkers de blanchir parce qu'eux ne se sentent pas représentés. Mais qu'en est-il finalement des personnes noires qui ne se sentent pas représentées alors qu'elles ont toujours eu l'habitude d'être représentées à travers une culture qui était plus ou moins la leur, mais pas la leur en même temps. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Mais étant donné que là, on a reconnu finalement cette invisibilité et on a vu qui étaient les entités responsables, là on peut enfin parler de cette représentation qui tend à changer. Elle a pris du temps à venir, elle commence à venir, mais il y a encore énormément de travail à faire. On a peu de protagonistes qui sont noirs ou métissés, ou alors au second plan, et d'ailleurs elles ont beaucoup été au second plan. Et en France, en tout cas, pour ma part, j'ai connu des personnages noirs à travers le livre de Morgane Moncomble, L'As de pique, où Daisy est une femme noire, ou alors le livre d'Élodie Audard-Nolin avec How to Fall for Her, où Iris est une femme noire. Et dark skin, donc c'est important de le préciser parce que ça on l'a peu aussi. Mais là il faudrait aborder les aspects de colorisme, mais on ne va pas aborder ce sujet. Et en fait c'est intéressant parce qu'on voit que là aujourd'hui on a beaucoup de ME qui passent outre l'aspect culturel, mais là qui vont rechercher l'humain derrière l'histoire, enfin. Et je redonne le nom d'autrices noires françaises en romance mainstream, dont Dahlia Blake, Emily X, Élodie Audard-Nolin, Acacia Black, Ariel Hera, Laurent Safou. Et encore une fois, ce sont des noms que je cite qui sont plus ou moins connus, mais c'est très peu, très très peu. Combien d'autrices noires vous pouvez citer et combien d'autrices blanches vous pouvez citer? Et combien se comptent sur les doigts d'une main? Donc ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, on a vu du changement. Avoir des auteurs noirs, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir des personnages qui nous ressemblent. C'est apporter de la diversité, donc la différence sur la scène. C'est aussi des autrices qui connaissent une réalité qui est différente. Et j'insiste parce que, par exemple, Emily X, dans son livre, ses protagonistes ne sont pas noirs, mais pour autant, ça ne l'empêche pas d'aborder tous les aspects de diversité qu'on peut rencontrer. Et justement, est-ce qu'on devrait revenir sur ces auteurs noirs qui n'écrivent pas sur des personnages noirs? Ou est-ce qu'on pourrait déjà les applaudir d'avoir réussi à intégrer un milieu élitiste dans lequel on leur a fait comprendre qu'elles n'avaient à l'origine pas leur place et qui aujourd'hui ont leur place? Est-ce que ça ne donnerait pas justement de l'espoir aux personnes qui viendraient après? Et ça répond de nouveau à cette question de est-ce qu'on est obligé de mettre la culture d'une personne noire en avant dans un bouquin? Donc, finalement, la représentation est intéressante aussi parce que d'elle découle encore plein d'autres j'ai du mal. 1, 2, 3. D'autres problématiques qui n'ont pas encore été explorées. Mais quoi qu'il arrive, ça fait sa richesse. Et on peut dire, je pense, que maintenant, on est conscient de ce qu'il en est, de cette représentation, de son importance. Et aujourd'hui, ça tanise un peu plus l'exclusion culturelle. Ça nous montre qu'on est légitime dans l'art, qu'on vaut la peine d'être écrite, qu'on vaut la peine d'exister. Et c'est ça, en fait, le pouvoir de la représentation. Parce que qu'on le veuille ou non, la littérature, c'est politique.
La romance, on a l'impression que c'est qu'une histoire d'amour, mais pourtant non, c'est aussi une prise de position, c'est une représentation et c'est d'utilité publique. Et je pense également que c'est un combat qui nous concerne tous. On le répète, représenter, c'est exister. C'est pour le nous d'aujourd'hui, de demain, mais aussi pour celui qu'on a été hier, parce qu'on est dans une perspective d'évolution. On veut que les choses changent, on veut également être vu. Et maintenant, la véritable question est qu'on veut être représenté, mais à quel prix? Et là, je vais laisser la parole à Madame Dounia Bendouma. Merci, je rebondis sur ce que tu as dit. Laissez bien votre micro devant. Comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Tout ce que tu as dit, c'était très juste. Vraiment, merci pour cette présentation. Je reviens sur ce que tu as dit par rapport au monde de l'édition, qui est élitiste, on sait, qui est très parisien aussi, parce que moi je suis pas de Paris du tout, je suis du Nord, de Lille, et aussi très blanc, forcément. Donc tu parlais tout à l'heure du fait qu'on n'incluait pas les auteurs noirs et racisés dans l'édition, et je pense qu'il faut aussi revenir à la base, donc aux maisons d'édition. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, juste dans le recrutement des éditeurs, et juste de l'équipe éditoriale, il y a aussi très très peu de diversité. Le fait que je sois indépendante aujourd'hui, ça vient de ça en fait, parce que après mes études d'édition, en fait, j'ai pas du tout trouvé de travail dans l'édition, et je suis tombée sur une personne qui m'a dit très clairement que, en tant que femme racisée et qui plus est qui porte le voile, ça allait être très compliqué pour moi. Et en fait, on voit que c'est pas juste les auteurs qui sont exclus de ce monde éditorial, c'est aussi toute l'équipe de production. Donc là, je parle d'éditeurs, mais ça peut être aussi les graphistes, les illustrateurs. Et donc, à partir du moment où on n'a pas de personnes issues de la diversité, comme on dit, dans les équipes éditoriales, il ne faut pas non plus s'étonner qu'il n'y ait pas de diversité après dans les livres, en fait, parce que forcément, une personne blanche, c'est pas qu'elle ne va pas penser à éditer des personnes racisées, mais comment dire ça, je pense que les éditeurs blancs ne sont pas un minimum déconstruits, un minimum alertés sur ces sujets-là justement d'invisibilisation, ils vont pas forcément comment dire ça, mais en fait ils vont juste rester dans le moule et aller vers ce qui fonctionne et ce qu'on a toujours fait sans trop se poser de questions. Et de ce fait, il n'y aura pas non plus de proposition en fait, de la part des éditeurs de justement représenter des personnes racisées, que ce soit dans la romance ou dans d'autres genres littéraires. Je pense que ça, c'est déjà une première chose. Et tu parlais aussi d'auto-édition. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une surreprésentation justement des auteurs racisés dans l'auto-édition, parce qu'en fait, très clairement, elles ne trouvent pas leur place en maison d'édition parce que elles ne les intéressent pas. À chaque fois, on dit qu'elles ne sont pas, que leurs livres ne sont pas vendeurs, que voilà, c'est pas, comme on a dit, c'est 3%, c'est bien du tout. Justement, du coup, on voit que dans l'auto-édition, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais la majorité des auteurs auto-édités en France, en tout cas, sont des personnes racisées, parce que justement, elles ne trouvent pas de maison d'édition pour les éditer. Et à contrario aussi, moi j'ai remarqué ça, il y a de plus en plus de maisons d'édition justement qui veulent mettre en avant cette diversité-là. Et là aussi, on voit que souvent, c'est des personnes racisées qui portent ces maisons d'édition parce qu'elles sont elles-mêmes concernées, elles ont elles-mêmes vécu le rejet d'être un éditeur, d'être un illustrateur, d'être un auteur dans l'édition. Et de ce fait, à chaque fois, en fait, c'est toujours le même problème, c'est on porte nous-mêmes nos propres projets. Et ça aussi, c'est un problème parce que d'un côté, on a l'espace de pouvoir créer des choses, mais on n'a pas les moyens financiers de pouvoir les faire perdurer, de pouvoir les faire grandir de la même manière que des grandes maisons d'édition comme Hachette, Editis, après là c'est vraiment des géants, mais ont le pouvoir eux de produire beaucoup parce qu'en fait justement ils ont les moyens financiers. L'édition, un livre, on fait quoi à peu près et encore ça c'est une petite marge, on moins 5 000 € pour publier un livre. Et en tant que petit éditeur, moi je suis toute seule dans la maison d'édition par exemple, et ma principale problématique c'est pas de trouver des manuscrits, de trouver des livres à éditer parce qu'on a énormément, mais la problématique c'est plutôt comment en éditer beaucoup avec si peu de moyens, alors que une grande maison d'édition n'a pas ce problème. Et moi je sais qu'en tant qu'éditrice qui par exemple aurait la possibilité d'être dans une maison d'édition, je sais que je pourrais proposer justement ces projets-là, ces manuscrits-là, et en produire et en tout cas être actrice du fait d'en proposer de plus en plus et d'en vendre de plus en plus. Mais étant donné qu'on a peu de moyens, en fait on en revient toujours au même. En fait,
comment dire ça, il y a, comment dire, il y a une désolée, je prends les mots. Voilà, une difficulté à proposer un large catalogue parce que justement on n'est pas au niveau des grandes maisons d'édition. Et donc en fait on en revient toujours au même, c'est le manque de diversité aussi parce que nous de notre côté en tant qu'auteurs, éditeurs racisés, on ne peut pas produire autant que des grandes maisons d'édition. Pourtant les manuscrits sont là, les histoires sont là, les auteurs sont là, mais après il y a rien derrière en fait pour nous permettre de faire vivre en fait toutes ces histoires. Donc je me présente, moi c'est Maud Leitz. Donc je suis éditée en 2021 en maison d'édition. C'est mon premier roman que j'envoie par hasard, sans trop y croire. Et ce roman, en fait, je l'avais écrit parce que je ne trouvais pas d'héroïne qui me ressemblait dans les histoires que j'aimais lire. Je suis une grande lectrice de romances, donc je lis depuis que j'ai 12 ans, je pense. Et à chaque fois, je ne trouvais jamais d'héroïne noire, de romance qui me représentait. Donc à un moment, j'en ai assez, j'ai écrit mon histoire, je l'ai envoyée en maison d'édition sans y croire, et c'est passé. Malheureusement, cette maison d'édition a fermé l'année dernière. C'était les éditions L'Abeille Bleue. Et depuis, je suis en auto-édition, donc c'est pas faute d'avoir envoyé mes manuscrits un peu à droite à gauche. J'ai publié entre-temps 6 romans. Et voilà, en fait, à chaque fois, j'ai des retours. Le comité de lecture n'a pas retenu votre roman. Alors, vous en parliez, il y a une sous-représentation de personnes racisées dans le monde de l'édition. Je pense qu'aussi dans les comités de lecture, on n'a pas forcément de personnes qui prennent nos romans au sérieux, nos manuscrits au sérieux. Et de fait, souvent, ils sont rejetés. Donc la solution de l'auto-édition, c'est une solution que j'ai trouvée pour porter mes romans avec de la représentation. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça change et qu'il y ait des structures, des grosses structures qui nous prennent en charge en réalité. Parce que c'est pas les romans qui manquent, comme disait l'éditrice. Mais c'est l'envie de nous publier en fait. Et ça a été la mode d'avoir quelques héroïnes noires il y a 2 ans. Puis elle est en train de partir cette mode, donc je m'inquiète un peu pour l'avenir de nos romans, mais s'il faut continuer en auto-édition, je continuerai parce que je sais que les lectrices qui cherchent ce que moi je cherchais dans les romans, elles existent et elles me le disent quand je les rencontre, qu'elles aiment être représentées, de trouver des histoires simples, sans forcément aborder des thèmes lourds. Elles apprécient de lire des simples romances entre personnages racisés, quoi. Donc je vais continuer comme ça, mais j'espère que le monde de l'édition va bientôt changer. Du coup, moi, je vais parler en tant qu'auteur noir qui est publié dans une maison d'édition, quand même considérée comme plutôt une grosse maison d'édition vu que c'est addictive. Mais effectivement, les personnages de ma romance de Noël, le protagoniste masculin est latino-américain, donc il n'est pas noir déjà, mais il est latino-américain. Donc voilà, mon manuscrit a été accepté. Est-ce que effectivement c'est parce que la protagoniste elle est blanche? Voilà, il faut se poser la question. Effectivement, je rejoins aussi ce que tu as dit, Elodie, d'ailleurs, on t'écouterait des heures parler. Voilà, c'est vrai que les personnes qui travaillent en maison d'édition, pour la plupart, ne sont pas racisées. Donc ça peut aussi venir de ça. Mais déjà, comme tu disais, je pense que il faut quand même déjà soutenir les autrices, auteurs noirs qui sont publiés en maison d'édition, même si effectivement certains de leurs personnages ne sont pas racisés. Pour ma part, tu parlais de cette peur de ne pas faire assez bien, etc. Je pense qu'inconsciemment, ça a dû me passer par l'esprit, de ne pas tout de suite penser à écrire une protagoniste qui me ressemble ou à parler par exemple plus de ma culture dans ma romance de Noël, etc. Je pense que c'était plus inconsciemment que volontaire, parce que voilà, comme tu dis, on est aussi
encore quand même dans une norme très caucasienne, etc., la culture, etc. C'est quelque chose que je suis aussi, c'est un cheminement que je prends parce que là, mon manuscrit qui est actuellement en soumission, la protagoniste est noire, celui que je suis en train d'écrire aussi. C'est un cheminement. Je pense que déjà, il faut qu'on se soutienne. Effectivement, tu parlais après de rencontrer des sensitive readers, voilà, de s'entourer aussi, parce que l'écriture, c'est aussi quand même un processus très solitaire, donc on n'a pas forcément toutes les clés. Donc je pense qu'à l'époque, je me suis lancée comme ça dans la romance en écrivant une protagoniste blanche et un protagoniste latino-américain, parce que c'était comme ça. Tout simplement, la plupart des livres que j'ai lus de romances de Noël, c'est vrai que c'était des personnages blancs, et voilà, je me suis lancée comme ça. Mais après, voilà, c'est un cheminement, c'est mon premier roman. Je me dis peut-être que j'étais pas prête, peut-être qu'effectivement je savais pas où après me lancer en écrivant un personnage noir, parce que moi, si j'écris un personnage noir, oui, effectivement, un personnage noir peut aussi vivre une vie normale comme dans Insecure, que j'adore, je vous conseille d'ailleurs. Mais je voulais quand même aussi parler de ma culture, je voulais aussi aborder des thèmes plus profonds, donc je pense que c'est pour ça que je ne me suis pas non plus lancée tout de suite. Mais voilà, je pense que déjà, c'est bien de se soutenir entre auteurs racisés, qu'un auteur écrit ou par des personnages noirs. Après, c'est bien aussi de parler entre nous, de se dire, si c'est parce que tu as peur de te lancer, voilà, on peut te donner des clés, ou voilà, t'épauler, t'aider. Donc ça, je pense que c'est important qu'on essaye aussi d'avoir un environnement après qui nous pousse, et après en parler aussi justement aux maisons d'édition. Donc j'appelle, d'ailleurs je voudrais aussi après justement avoir le témoignage d'Élodie qui elle est aussi dans une grosse maison d'édition, comment ça s'est passé pour elle. Et donc voilà, je pense que c'est aussi un cheminement, il faut avoir des échanges, etc. Et je pense aussi qu'il ne faut pas s'en vouloir d'avoir commencé sans avoir eu les clés. On fait avec ce qu'on a, avec ce qui fonctionne. Je sais que par exemple, Acacia Black, c'est quelque chose qui lui a été reproché quand elle a eu le succès de My Missing Piece, mais c'est ce qui fonctionnait sur Wattpad. Donc elle a juste suivi et elle a eu l'opportunité d'être éditée. Et voilà ce qui se passe. Mais ensuite, avec ce qu'elle a publié chez Hugo Minaikis, elle a pu se rattraper aussi. Donc il ne faut pas s'en vouloir, je pense. Et toi, Élodie, quel est ton cheminement et quelle est ta pensée de tout ça? Élodie, t'as entendu? Ah, d'accord, comme il y a Élodie. Alors, avant de prendre ma casquette d'autrice, je vais prendre ma casquette de blogueuse, puisque quand je me suis présentée tout à l'heure là, j'ai précisé que je suis blogueuse depuis 2017. Et en fait, je milite sur les réseaux depuis 2020 au sujet de la représentation et de la diversité. Donc, comme l'a dit Élodie, le monde de l'édition est un milieu assez élitiste et je dis raciste, puisqu'on rappelle, le racisme, c'est un fait sociétal qui découle d'une histoire. Donc, pour moi, je vois ça comme ça. Les maisons d'édition et les lecteurs, c'est comme un cercle vicieux. Les maisons d'édition estiment que les lecteurs, le lectorat blanc, ne se sentira pas à l'aise ou n'adhérera pas à lire des histoires avec des personnages qui ne leur ressemblent pas, donc ils n'en publient pas. D'un autre côté, comme il n'y a pas beaucoup d'histoires publiées avec des personnages non blancs, le lectorat blanc n'est pas habitué à lire des histoires avec des personnages qui ne leur ressemblent pas. Dernièrement, il y a eu un débat, Élodie, je sais plus comment s'appelle l'autrice, mais c'est une lectrice blanche qui a dit qu'elle ne lira pas le livre parce que le personnage est arabe, c'est bien ça? Dark Majesty de Belinda Day. Exactement. Donc voilà, les maisons d'édition ne publient pas de livres avec des personnages arabes. Donc déjà, cette lectrice, pour moi, elle est raciste, mais en plus, elle n'est pas habituée à voir des personnages qui ne lui ressemblent pas. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Et donc, depuis 2020, je milite pour cette représentation et cette diversité. Et sur mon blog, en fait, je liste tous les livres qui existent en France, en auto-édition, en édition, en traduction, avec des personnages noirs dans tous les genres. Et le genre où il y a le moins de livres publiés, ce sera la romance. Or, on explique depuis des années qu'on existe en dehors de nos luttes. Oui, c'est très bien de publier des histoires qui parlent de racisme, de colonialisme, c'est très bien, mais en fait, on existe en dehors de nos luttes. On a le droit de tomber amoureux, on a le droit de chevaucher des dragons, on a le droit d'exister en fait dans des genres littéraires qui n'impliquent pas que les personnages souffrent. Donc moi, par contre, je vais pas mentir, je suis une autrice qui
Déjà, je suis une personne qui, quand je vois que quelque chose n'existe pas, ben, pour moi, je vais le faire et je suis un petit peu une touche à tout. Donc, dès le début, c'était clair pour moi que mes personnages allaient être noirs parce que comme je ne trouvais pas cette représentation, en fait, j'allais le faire. Mais je ne l'ai pas fait forcément pour être édité. Il faut savoir que j'ai écrit Arthur Foffer après un cœur brisé, en fait. Donc, j'ai tout simplement couché sur papier mes sentiments, mais en même temps, j'avais cette volonté, en fait, d'écrire un personnage qui me ressemble. Et la particularité des livres avec des personnages noirs écrits par des auteurs noirs, c'est le fait qu'on a tous une culture assez différente, mais il y a des codes qui vont revenir. Donc, par exemple, dans mon livre, en fait, il y aura des scènes où on va vraiment comprendre que le personnage est noir. Par exemple, mon personnage féminin, à un moment, elle a un masque dans ses cheveux, parce que ça vient que les cheveux de femmes noires, comme on aime prendre soin de nos cheveux crépus, etc. Donc, il y a des codes dans mes livres qui sont importants et je sais que beaucoup de lecteurs ont apprécié. Donc, c'est une manière, en fait, de se rapprocher de son lectorat qui n'a pas l'habitude de voir et de lire ce genre de choses. C'est important pour moi. Et une fois de plus, on ne va pas critiquer les personnes noires qui n'écrivent pas sur des personnages noirs parce que c'est un milieu, comme on l'a dit, élitiste et raciste. C'est très difficile. Mais pour parler de mon expérience, je n'ai pas eu du mal à être publiée, mais ça, c'est moi. Tout simplement parce que ma maison d'édition a fait le choix, justement, de publier une histoire et elle me l'a dit clairement. Et quand on a fait le topo après les 1 an, elle m'a expliqué que bien sûr ils m'ont publié parce qu'ils ont apprécié l'histoire, mais aussi parce qu'ils ont fait cet effort en fait de se renseigner et de donner une chance. Et moi, cette chance, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je vais rebondir sur l'expérience d'une amie, donc Loane Safo, qui pour son roman album jeunesse comme un million de papillons noirs, s'est fait refuser par plusieurs maisons d'édition parce que pour eux, les enfants blancs n'allaient pas se reconnaître en fait dans son livre. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à son 18e tirage, en fait, donc je pense qu'elle n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il faut savoir que son livre parle justement d'une petite fille noire qui se fait critiquer dans la cour d'école. Je rappelle, le racisme, ce n'est pas héréditaire, ça s'apprend. On ne naît pas blanc, on le devient. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Donc, quand vous enseignez à vos enfants, quand vous n'enseignez pas du coup à vos enfants ce genre de choses, dans la cour de récré, ça commence très tôt. Ils ont des codes, ils ont une manière d'agir qui vont impacter les enfants racisés. Et en fait, beaucoup de parents blancs lui ont fait un retour comme quoi, en fait, ils ne se rendaient pas compte, ils n'ont jamais eu cette discussion avec leurs enfants, que ça leur a fait du bien. Et en fait, en général, ils ont juste apprécié le livre. Les enfants ne voient pas les couleurs, les enfants ils ne voient pas les handicaps, ils ne voient pas les différences. Et donc, quand on a des éditeurs qui se positionnent en se disant que son lectorat ne va pas apprécier, on a déjà un problème en fait. Donc, oui, beaucoup de personnes noires et racisées ont eu des problèmes pour se faire éditer parce que les maisons d'édition restent dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que des blogueurs et des auteurs comme nous, aujourd'hui, on se bat pour plus de représentation. Et j'aimerais rajouter en fait que la représentation, ça fait du bien. Comme je l'ai dit dans mon manifeste, quand on ne se voit pas, on se demande est-ce qu'on est légitime à exister sur la place publique. Le monde n'est pas un monde homogène où tout le monde se ressemble. On est tous différents. Et si dans les médias, depuis petite, je vois que je ne me vois pas, donc dans les livres, dans les médias, dans les magazines, dans les séries, dans les films, ou bien que j'ai accès à une mauvaise représentation, ça m'a fait me poser des questions sur mon identité et ma légitimité. Donc, en quoi la représentation est importante? Je dirais que c'est une question de vie ou de mort, et ce n'est vraiment pas exagéré, parce qu'en fait, on se construit sous cette représentation, et les autres qui ne nous ressemblent pas se construisent aussi sous cette représentation, donc ce manque ou cette mauvaise représentation, et agissent en conséquence avec nous, en fait. Donc, plus il y a de Black Love, non seulement c'est bon pour les personnes noires, en fait, ah oui, j'ai le droit d'être aimée, ah oui, je suis légitime, ah oui, ce genre d'histoire existe, et pour les personnes qui ne sont pas noires, ah oui, le Black Love, c'est comme ça, ah oui, c'est une belle romance. Voilà, la représentation, c'est vraiment ça, toute l'importance, c'est se sentir représenté et avoir cette place, en fait, dans la place publique, sur la place publique, pour les autres qui ne nous ressemblent pas aussi. Donc, moi, personnellement, j'ai pris la décision, toutes mes histoires, ce seront des personnages noirs. Vraiment, moi, je ne peux rien entendre, ça, c'est mon choix, parce que moi, je n'ai pas vu, donc je suis en train de me rattraper.
Et puis pour toutes les personnes noires qui me lisent en fait et qui se disent oh là là, mais elle me ressemble, oh là là, elle prend soin de sa peau comme moi, elle prend soin de ses cheveux comme moi en fait. C'est tous ces codes qui font du bien en fait. Tu refermes le livre et tu te dis ok, là on m'a entendu, on m'a vu, ça me fait du bien, j'ai pas lu une énième histoire où le personnage souffre, où il y a du racisme, bref, voilà. En fait, c'est toute l'importance en fait de cette représentation et cette diversité dans le monde du livre et il faut que le plus grand nombre le comprenne. Voilà. Eh ben, écoute, merci Elodie pour tes mots. Et juste avant que je te donne la parole, j'aimerais juste avoir votre avis sur ces polémiques aujourd'hui où on a pas mal de personnages justement qui sont surreprésentés, mais ce ne sont pas les auteurs de ces origines-là qui les représentent, comme par exemple pour les personnages asiatiques, ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, ils sont quasiment partout, dans beaucoup, enfin, on va dire que c'est à la mode. Aujourd'hui, un personnage asiatique est à la mode, mais peu sont les auteurs asiatiques, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, je me sens pas trop légitime de répondre à ça, mais je dirais qu'au moins ça ouvre un peu le paysage littéraire. Ça peut ouvrir la voie à d'autres, à des auteurs de ces origines-là. Ça peut habituer le lectorat donc, à voir des personnages dans la romance comme ça, mais c'est vrai que peut-être que les places elles sont prises en maison d'édition et que ça empêche certains d'y accéder. Donc, de ce point de vue-là, c'est dommage. C'est bien pour le lectorat et pour les lectrices qui ont besoin de représentation. Après, ce serait bien que les auteurs aient accès à l'édition à égalité, quoi. Moi, par rapport à ça, justement, avec ma maison d'édition, j'ai fait le choix de publier des romances qui soient à own voice, c'est-à-dire des livres en fait qui, avec des personnages d'une certaine culture, qui sont écrits par des auteurs qui appartiennent à la même culture, justement pour éviter les biais, en fait, les biais racistes, les biais colonialistes. Et parce qu'en fait, je pense que des fois, c'est pas tant la représentation qui pose problème, mais c'est plus la manière dont elle est faite. On va trouver de la représentation de personnages noirs, de personnages arabes, de personnages asiatiques, mais comme tu l'as dit, des fois ça va être écrit par des personnages qui n'appartiennent pas à ces cultures. Et le problème là-dedans, en fait, c'est que de ce fait, l'auteur va prendre un biais, mais même parfois c'est inconscient. Donc il va représenter cette culture, mais avec sa grille de lecture à lui. Et le problème, c'est de présenter de la mauvaise manière en fait la culture en question, de la représenter avec des préjugés, avec souvent des préjugés racistes ou colonialistes. Et c'est là en fait qu'est le problème. Et aussi, j'ai remarqué que ça c'est pas un secret. Parfois, les éditeurs préfèrent aussi que ce soit ce genre de texte qui soit édité, parce que en fait, on va pouvoir filtrer avec des auteurs qui sont blancs et qui écrivent sur des personnages racisés, parce qu'on va justement pouvoir prendre le parti d'écrire, je sais pas moi, l'histoire d'une petite fille qui habite en Afghanistan, et on va parler de guerre, on va parler de mariage forcé, on va parler de ce genre de choses, mais ça va jamais, ça va jamais en fait venir contrebalancer toutes les représentations justement qu'on a sur ces pays-là en question, et de ce fait ça va pas bousculer le monde éditorial, parce qu'en fait le monde de l'édition, en faisant ça, il va alimenter un système de pensée qu'on a justement sur les pays extra-européens, comme on dit. Et en fait, ça va vraiment venir ancrer tous les préjugés qu'on peut avoir sur les pays justement qui ne sont pas européens. Et justement aussi sur les personnes qui appartiennent à ces cultures-là. Donc moi je trouve qu'en tant qu'éditeur c'est important aussi soit de faire en sorte de proposer des hand voice, ou alors faire des lectures sensibles, dont on parlait tout à l'heure. Donc faire en sorte qu'il y ait des personnes justement issues de ces cultures-là qui relisent les manuscrits avant qu'ils soient publiés, pour être sûr qu'il n'y a pas de préjugés, qu'il n'y a pas de passages qui pourraient être jugés comme offensants ou discriminants pour les personnes qui appartiennent à ces cultures-là. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi important parce que, comme vous l'avez tout dit aussi un peu,
En fait, en tant que personne racisée, on n'a pas toujours envie de lire des livres de personnes qui appartiennent à notre culture, mais toujours sous un biais un peu, comment dire ça, on va parler de racisme, on va parler de guerre, on va parler d'immigration, mais toujours avec un point de vue un peu lourd, quoi, un petit peu, même un peu trop politique, mais comment dire ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, pas naturel. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, grossièrement, les Noirs et les Arabes, souvent, on parle de nous, on est représentés, mais souvent comme des sujets politiques. Et moi, des fois, quand j'ouvre un livre, j'ai pas forcément envie de lire un livre qui parle des discriminations que je peux vivre au quotidien, j'ai juste envie de lire un livre avec des personnes qui me ressemblent et qui vivent des choses normales de la vie de tous les jours, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Et je pense que c'est important de proposer justement des livres avec des personnages noirs, des personnages racisés, juste qui vivent des choses normales comme les personnages blancs vivent dans leurs livres. Parce que d'un côté, ça banalise aussi notre existence dans les médias, notre existence juste dans la nature. Je ne vais pas vous faire un résumé sur tout ce qui se passe en ce moment, mais juste dire qu'on existe comme les autres et qu'on a le droit tout simplement d'exister et d'apporter nos histoires et avec leurs particularités parfois, comme Elodie disait, avec une personnage qui prend soin de ses cheveux, de sa peau à sa manière. Et voilà, tout simplement. Je rejoins totalement ce que vous avez dit toutes les deux. Je pense qu'effectivement, il faudrait vraiment privilégier les auteurs own voice. Après, ça ne veut pas dire que les auteurs non racisés n'ont pas le droit d'écrire sur des personnages racisés, mais moi je pense qu'ils devraient se poser la question, si c'est le cas, ils devraient se poser la question pourquoi ils veulent écrire sur notre culture, sur des personnages racisés. Et à partir de là, se déconstruire, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même l'idéal que ce soit des auteurs own voice qui publient pour qu'on soit visible et représenté. Mais encore une fois, si c'est un auteur non racisé, pourquoi pas, mais déjà il faut qu'il se pose la question de pourquoi il fait ça. Et ensuite, consulter au maximum les sensitive readers. Je m'excuse, je voulais juste intervenir sur un livre, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, le récitatif de Toni Morrison. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une courte nouvelle de Toni Morrison qui met en scène deux filles qui se lient d'amitié. Il y en a une noire et une blanche. Et quand on arrive à la fin du livre, je paye celle qui saura qui est la noire, qui est la blanche. Parce que Toni Morrison fait en sorte de déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir. Par moments, on a l'impression que c'est un tel... Alors, c'est très intéressant parce que nous-mêmes, moi quand je l'ai lu, je me suis rendu compte des préjugés que je pouvais avoir sur les personnes blanches et noires. Et il y a des moments où je me disais, ah non, celle-là elle est noire, c'est l'autre qui est blanche. Et puis à un autre moment, je disais, ah non, c'est le contraire. Et j'ai une amie noire qui a fait exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment intéressant de montrer que finalement, on se met des idées dans la tête et que, en fait, on se ressemble tous. Simplement, c'est ce qu'on se construit comme image qui fait que on décrète que telle personne est racisée, telle autre ne l'est pas. Et je vous conseille vraiment ce livre. Il est tout petit et il est formidable. Et toi, Elodie, du coup, que penses-tu des auteurs own voice? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux personnages, au livre avec des personnages asiatiques. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, je vais nuancer, bien sûr. Pour moi, c'est un choix d'éditer des livres avec des personnages racisés, alors que l'auteur, il n'est pas racisé, il ne fait pas partie de cette culture. C'est vraiment un choix. Et pareil, on va revenir sur les thèmes de own voice, de lecture sensible, sur le thème de l'inclusion. Moi, quand je parle, en fait, il y a toujours une expérience derrière. Alors, comme je l'ai dit, j'écris sur Wattpad depuis 2017. Et moi aussi, j'ai commencé à écrire avec cette volonté de représenter tout le monde. Ça veut dire que c'est né d'une bonne volonté. Et un de mes livres, qui ne verra jamais le jour, il y avait un personnage indien. Le personnage féminin était indien.
Et j'avais fait plein de recherches, je m'étais renseignée sur comment on se marie en Inde, parce que vraiment c'est toute une culture, le mariage ça dure sur plusieurs jours. Et je me suis dit, ouais, j'ai bien fait mes recherches et tout. Et c'est une lectrice indienne qui m'a envoyé un message en privé sur WhatsApp et qui m'a dit très gentiment que ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, on a beau faire ses recherches, avoir une bonne volonté, quand on ne partage pas la culture de personnages sur lesquels on écrit, on peut faire des erreurs en fait. On a des biais, on a des pensées qui ne sont peut-être pas bonnes. Et m'a dit non, ça se passe pas comme ça se passe pas comme ça. Et du coup, j'ai décidé de pas écrire le livre. Et c'est un choix en fait, parce que parfois on écrit sur des personnages qui ont une culture complexe et qui ont une histoire derrière, une histoire très importante, une histoire qu'on ne peut pas vulgariser comme on l'aimerait. Donc, pareil, quand on écrit sur un personnage qui ne nous ressemble pas, en fait, il faut se poser la question, pourquoi je fais ça? Où est-ce que je veux aller? Comment je mettrai en scène en fait l'histoire de cette personne? Est-ce que je sais décrire la couleur de peau de cette personne? Parce qu'on rappelle les termes de nourriture pour décrire des peaux noires en 2025. Je pense qu'on l'a assez répété, qu'on ne veut pas que nos peaux soient décrites comme ça. Il y a un message derrière, il y a une histoire coloniale. Donc, les peaux caramélisées, les peaux chocolat, les peaux café. Un auteur qui n'est pas noir va venir avec toute sa bonne volonté, va décrire son personnage comme ça. Ça ne va pas plaire au lectorat noir. Et pourtant, il ne savait pas. Donc, tout est une question de volonté, tout est une question d'inclusion et de se dire, est-ce que je suis à ma place en fait? Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que je suis dans une bonne condition pour écrire certaines histoires et certains personnages? Et ça, c'est pas seulement en tant qu'auteur et autrice blanche, c'est en tant que tout le monde. Donc, moi, je ne suis qu'une femme noire. Donc, quand je vais aller écrire un personnage asiatique, est-ce que je vais le faire dans de bonnes conditions? Une fois de plus, en 2017, j'ai un personnage asiatique dans mon livre. Eh bien, les yeux bridés, les personnes asiatiques n'aiment pas qu'on utilise ce terme. Je ne le savais pas à l'époque. C'est que je suis venue avec toute ma bonne volonté, mais je n'ai pas bien fait les choses. Aujourd'hui, j'ai modifié toutes ces choses, mais avec toute la bonne volonté qu'on veut, on fait des erreurs. Et c'est pour ça, une fois de plus, que les lecteurs sensibles sont importants. Mais les lecteurs sensibles, c'est pas une personne lambda qu'on a trouvé sur Internet qui fait partie de la culture et qui va lire notre livre. Non, pour être un lecteur sensible, déjà, c'est un métier. Il faut avoir une base historique, une base culturelle, une base sociale, sociologique, excusez-moi. En fait, ce n'est pas une personne qu'on va choisir comme ça, c'est une personne qui a une connaissance de son histoire, une connaissance de son patrimoine, de sa culture. Et en fait, un lecteur sensible, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en tant que personne noire, je ne serais peut-être pas d'accord avec une personne noire sur quelque chose. Je sais qu'il y a des personnes noires, ça ne les dérange pas qu'on décrive leur peau avec de la nourriture. Il y a une grosse majorité qui n'aime pas ça, mais il y en a d'autres ça ne va pas leur déranger. Donc, quand on utilise des lecteurs sensibles, pour en prendre au moins 2 ou 3, en fait, pour avoir plusieurs points de vue. Donc, pour revenir sur la question, c'est un choix, en fait, des maisons d'édition de faire ça. Parce qu'une fois de plus, il y a une phrase qui dit « Je vois mon peuple, mais en même temps, je ne vois pas mon peuple ». Donc, les histoires avec des personnages asiatiques, déjà, là, c'est un sujet, on arrive déjà sur du fétichisme parce que vous voyez bien avec la montée de la K-pop, ce sont des personnes que le public aime bien en fait et on a vu une grosse évolution des personnages qui ce sont toujours des chanteurs de K-pop. Moi, j'y vois aussi du fétichisme, mais bon, donc c'est notre sujet. Donc, il faut, en tant que lecteur et en tant qu'éditeur, en tant que libraire et toute personne travaillant dans le monde de l'édition, se poser les bonnes questions à chaque fois qu'on veut publier un livre. Voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des questions? Bon, alors moi je suis autrice blanche. Il n'y a pas de personnage, je sais pas fichir parce que j'ai publié pas mal de livres, il n'y a pas de personnage, comme dit, racisé ou noir dans mes livres. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais sentie légitime, justement, parce que j'ai pas les codes, parce que ça n'est pas ma culture, et parce que finalement, oui, on peut passer par voilà, ça. Mais c'est compliqué, si en plus il faut en prendre plusieurs. Bon, donc ça décourage, reconnaissez-le, ça décourage. Et comment vous envisagez-vous d'être plus représenté si finalement vous seul pouvez écrire sur vous-même?
Enfin, c'est un peu ce que j'interprète, ce que j'ai compris, j'ai peut-être tort, mais voilà. Il faut plus, voilà. Bon, ça c'est la conclusion qu'on peut tirer, d'accord. C'est la conclusion que je tire. Mais ça me fait penser à autre chose. Est-ce que, par exemple, vous êtes légitime pour avoir des personnages qui me ressemblent, moi? On peut poser le problème à l'envers. Et on peut l'élargir aussi en disant, est-ce que moi, en tant que femme, je suis légitime pour, dans mes romans, me mettre dans la peau de mes personnages masculins? Je pense que ça ouvre vraiment beaucoup de questions que l'on peut dépasser. C'est vrai que il faut il faut qu'on travaille plus ensemble, en fait, pour qu'un jour le problème ne se pose même plus. Qu'on n'ait plus à dire il y a tel pourcentage de la représentation racisée est très faible par rapport au reste, ça devrait plus se poser. Voilà, c'est un peu et aussi il y a une chose qui m'a un peu la synthèse qu'on peut faire, c'est que finalement j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que pour vous l'auto-édition c'est un pis-aller. C'est-à-dire, moi je suis les deux, maison d'édition et indépendante. J'ai l'impression que parce que les éditeurs sont frileux pour accueillir vos romans, vous prenez l'auto-édition comme palliatif, comme pis-aller. Alors que pourquoi ne pas essayer justement d'affirmer vos voix en passant directement par l'édition indépendante? C'est ma deuxième question. Alors, je vais répondre aux deux questions, mais succinctement. Je pense que pour les sensitive readers qui peuvent décourager, je comprends. Et en même temps, c'est une étape qu'on peut intégrer facilement dans le processus d'édition. Parce que par exemple, en auto-édition, on pense toujours à prendre un graphiste, à prendre un correcteur, à prendre des bêta-lecteurs. Le sensitive reader, ça peut être une étape en plus qui ne va pas coûter tellement cher. Je pense à une affaire qui est en cours aux États-Unis. On a une autrice très connue qui a utilisé le terme dirty pour parler de la peau d'un personnage noir. Je pense qu'elle n'a pas pris de sensitive reader. Donc là, elle est en crise de communication, elle efface ses messages, etc. Mais c'est une grosse autrice américaine. Donc je pense que sensitive reader, ça devient presque indispensable en maison d'édition à partir du moment où on n'édite pas en non-voice. Mais je ne pense pas que ce soit si difficile à mettre en place. Et la deuxième question... Ah oui, est-ce que l'auto-édition est un pis-aller? C'est surtout que c'est très... le côté financier, en fait. On en a parlé tout à l'heure. C'est que l'auto-édition, faut avancer tous les frais. Et on ne rentre pas forcément dans ces frais. Donc, pouvoir éditer en maison d'édition, faire les deux, c'est bien. Mais faire que de l'auto-édition, ça demande énormément d'argent. Donc c'est pour ça qu'on peut entendre le discours comme étant un pis-aller, mais en réalité, on veut juste avoir un soutien financier pour pouvoir faire résonner nos romans. Et pour faire résonner nos romans, il faut énormément mettre en marketing. Le budget pub, il est énorme par rapport à quand j'ai commencé en 2020, en 2021. Maintenant, en 2025, un auto-édité ne peut pas se permettre de publier sans investir des sommes énormes en publicité pour se faire connaître. Et du coup, je voulais également répondre à votre question. Pour ma part, je n'ai absolument aucun problème avec le fait que des auteurs blancs puissent écrire sur des personnages noirs. Moi, j'ai grandi dans une ville où j'avais littéralement toutes les origines. Ma mère elle est blonde. Enfin, j'ai de tout dans mon entourage. Et en fait, pour moi, on a la possibilité de pouvoir écrire sur tout le monde. Mais comme le disait Elodie, il faut juste faire attention au personnage en fait qu'on met en avant, pourquoi on le met en avant et comment on l'écrit. De la même manière que vous pouvez avoir des biais sur une personne noire, je peux aussi en avoir sur une personne blanche. Donc c'est pas tant une question de légitimité, mais c'est surtout la question de comment est-ce qu'on va mettre tout ça en avant
Et parce que Morgane Moncourt, quand elle a écrit L'As de pique, c'était très bien écrit. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de biais raciste ou autre. En tout cas, ça m'a plu. Je me suis pas sentie mal représentée. J'ai pas vu certains préjugés. J'ai pas vu, par exemple, l'utilisation du mot black qu'on peut utiliser alors qu'on peut dire une personne noire. Enfin, il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, je pense que quand on a envie d'écrire sur une personne d'une autre origine, c'est ok, mais tout dépend. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Est-ce qu'on va mettre sa culture en avant? Est-ce qu'on a juste sa couleur de peau qui est mise en avant? Qu'est-ce qu'on met en avant? Donc, pour moi, tout le monde est légitime. Simplement, encore une fois, faire attention. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel à des sensitive readers pour être sûr que s'il y a un biais ou quelque chose qui est passé à la trappe et qu'on n'a pas vu, qu'on soit sûr que tout soit bien encadré. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et pour l'auto-édition, j'entends ce que vous dites et je comprends. Simplement, je pense que c'est important aussi de dire que, ok, elles ont fait le choix de l'auto-édition, mais en réalité, ça aurait été intéressant d'avoir le choix d'être édité ou de choisir l'auto-édition et de ne pas choisir l'auto-édition parce qu'on veut on veut mettre ses livres en avant, mais on n'a pas eu le choix, donc ça a été la seule solution, le seul vecteur pour véhiculer son bouquin. Donc du coup, c'est un peu, voilà, entre les deux, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si par rapport à l'auto-édition, je suis d'accord avec ce que vous avez tous les deux dit. Et j'ajouterais aussi que dans le fait d'être publié en maison d'édition, il y a aussi une certaine dimension symbolique où on se dit on fait partie du monde éditorial, on est comme d'autres auteurs connus, on a la chance de pouvoir être vendu en librairie, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en auto-édition. On a la chance d'être invité dans des salons, dans des festivals, on a la chance de pouvoir faire des dédicaces, des tournées de dédicaces, et on n'a pas toujours ça quand on est en auto-édition. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là symbolique de se dire on est un auteur entre guillemets comme les autres, on n'est pas marginalisé, on ne fait pas juste notre truc de notre côté avec notre petite communauté, mais on a la chance et la possibilité de toucher le plus grand nombre possible et juste de faire partie de l'édition traditionnelle comme n'importe quel autre auteur. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de ça. D'être reconnu comme auteur, pas juste nous-mêmes parce qu'on a décidé d'être auteur en auto-édition, mais aussi parce qu'il y a d'autres éditeurs, il y a d'autres personnes du monde éditorial qui nous ont reconnus en tant qu'auteurs. J'aurais pas grand chose à rajouter parce que je rejoins tout ce qui a été dit. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on peut se poser la question du coup pour l'inverse. Est-ce qu'un auteur noir se sentirait légitime du coup d'écrire sur des personnages blancs? Moi je pense que comme la culture en fait blanche est tellement ancrée que il n'y a pas vraiment à se poser la question parce que c'est tellement normalisé en fait que je pense que tout le monde peut être légitime d'écrire un personnage blanc. Après, effectivement, il faut toujours faire attention parce qu'il peut toujours y avoir des biais. Mais je pense que l'inverse n'est pas forcément vrai pour ce cas-là. Voilà. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur l'auto-édition par rapport aux bibliothèques. C'est que malheureusement, l'auto-édition, on ne peut pas en commander parce que ça ne fait pas partie des circuits classiques, que les librairies dans lesquelles on a le droit de commander ne vont pas faire l'effort d'aller chercher l'auto-édition qu'on leur demande. Donc c'est un vrai problème. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs d'auto-édition que je ne peux pas avoir dans mon fonds parce que je ne peux pas les commander. Donc c'est un vrai problème et je suis d'accord sur le fait que le fait d'être édité par un éditeur donne une légitimité qui est, à mon sens, très importante et qu'un certain nombre d'auteurs n'ont pas malheureusement et qu'ils devraient avoir. Je voudrais rajouter quelque chose, moi. Alors moi je suis Fabiola, du site Romantique. J'écris aussi, j'ai un roman en maison d'édition et les autres en auto-édition. L'auto-édition c'est parce que moi, pas parce que ce sont des personnages noirs blancs, d'ailleurs je n'écris que sur des personnages blancs, c'est tout simplement parce que mes histoires sont trop classiques et que les maisons d'édition publient beaucoup tout ce qui est tendance, qui marche. Et moi je sais que je suis trop classique pour que ça marche. Je ne propose pas mes manuscrits. Concernant les Noirs, je lis surtout des anglo-saxonnes. Et je ne voulais pas lire les livres d'histoire noire avant.
justement à cause de ça, l'esclavage, etc. Je ne voulais pas, enfin je veux dire, ça va, à un moment donné, on sait que l'esclavagisme, on sait ce que ça donne, donc lire des histoires là-dessus, ça ne m'intéressait pas. La première autrice que j'ai lue, c'était Brenda Jackson, publiée chez Harlequin. Je ne savais pas qu'elle écrivait sur des personnages noirs, parce qu'Harlequin, à l'époque, quand il traduisait, je pense qu'il allait se passer beaucoup de choses dans la traduction. Donc je ne savais pas que c'était des personnages noirs, je savais juste que j'adorais cette autrice, et je l'ai découvert bien longtemps après qu'elle écrivait sur des noirs, ce que j'ai adoré. Et donc maintenant, ça fait partie de mes autrices préférées, et donc c'est pour ça. Et elle écrivait des histoires tout simples, voilà, des gens qui tombent amoureux, etc. Et là, bien récemment, j'ai découvert Aïcha Atlas en anglais, que justement Dunia a traduit. Et pareil, c'est des personnages musulmans, et de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de racisme, de je ne sais pas quoi derrière, c'est juste une histoire où les deux se rencontrent, tombent amoureux, et c'est ça le cheminement, c'est juste ça, et c'est pour ça que j'ai adoré. Donc, je voulais d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais intervenir, parler de son livre, du livre qu'elle a traduit, Dunia de l'édition, parce qu'il est vraiment très très bien. Je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs, mais Jet. Aïcha Atlas. Oui, j'adore. Oui. Ouais, donc, mais enfin, ces livres, par la suite, sont un peu plus militants. Oui, dirais, hein, oui, c'est pour ça que je me suis arrêtée pour l'instant à ce niveau-là. Mais oui, c'est ça. Mais j'adore parce qu'elle est voilée, effectivement. Personne ne lui demande jamais pourquoi elle porte le voile. C'est lisse, c'est inaperçu, c'est juste sa vie, quoi. Ouais. Il y a la culture derrière, hein, on le voit, on le lit dans le livre, mais ce n'est pas, c'est vraiment une histoire d'amour entre ces deux personnages, et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. C'était d'ailleurs l'un de mes coups de cœur quand je l'ai lu, l'année où je l'ai lu. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui l'avait traduit en français, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on essaie de le mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on a invité Dunia aujourd'hui à cette table ronde. Voilà. Tu avais autre chose à rajouter avant que... Oui, je vais répondre à la question. Concernant la légitimité, donc dans le sens inverse, j'ai envie de dire qu'on vit quand même dans un... Je ne vais pas dire dans un monde. Là, dans un pays, donc en tant que Français et personne d'outre-mer, assez eurocentré en fait. Donc la légitimité d'écrire dans un sens ou dans l'autre n'est pas du tout comparable. Parce que quand on regarde les statistiques, des auteurs non noirs qui vont écrire sur des auteurs, sur des personnages noirs, il y aura toujours des fautes ou des biais qu'on va remarquer. Donc, par exemple, dire que le personnage est black dans le livre, là, on va tout de suite voir que c'est pas une personne noire qui a écrit. Décriant les cheveux comme, je sais plus les termes, mais en fait, une certaine description de la peau ou des cheveux de la personne, on va tout de suite comprendre que c'est une personne noire, que ce n'est pas une personne noire qui écrit. Par contre, je n'ai jamais vu de lecteurs se plaindre quand un auteur non blanc écrit sous des auteurs blancs, parce qu'on vit quand même dans une société assez eurocentrée. Donc la légitimité, elle n'est pas la même, nos histoires ne sont pas la même, les biais ne sont pas les mêmes, le racisme déjà n'est pas le même. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ce n'est pas une question d'auteur blanc ou d'auteur racisé, c'est une question de légitimité. Je suis une femme noire, donc je suis une femme racisée, pourtant, j'ai fait des erreurs en écrivant sur une autre femme racisée, mais qui n'est pas noire, elle est indienne. Donc, tout est une question de légitimité, de reconnaître sa place, mais sur le fait d'écrire dans l'inverse, on n'est pas sur le même sujet, en fait, parce que ça n'aura pas le même impact culturel et surtout, personne ne va le remarquer dans l'autre sens. Alors que dans l'inverse, quand un auteur non racisé, qui sont des personnages racisés, ça se voit tout de suite quand la personne ne s'est pas renseignée, quand la personne n'a pas fait appel à des lecteurs sensibles, ça se voit immédiatement. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces polémiques. La polémique inverse n'a jamais existé. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir des exemples, mais je n'en ai jamais vu. Et concernant l'auto-édition et l'édition, ben en fait, c'est injuste en fait de se dire qu'on doit passer par l'auto-édition pour se faire connaître. C'est pas les mêmes canaux. C'est un prix, c'est de l'énergie. Alors qu'en édition, ben en fait, on peut accéder à plus de librairies, on peut accéder à plus de lecteurs, de lectorat. Donc non, on ne va pas choisir la solution de facilité pour se faire entendre et pour se faire connaître. De plus, la représentation, ça se passe dans l'inclusion, donc l'inclusion chez les librairies, dans l'inclusion dans les maisons d'édition. Donc je ne trouve pas que c'est une solution. Ceux qui choisissent l'auto-édition, c'est leur choix, mais ça ne devrait pas être le seul choix en fait. Voilà. Merci beaucoup.
On va s'arrêter là pour cette table ronde.